Bonjour à tous et à toutes. Depuis déjà un certain temps, je vous avais promis de vous parler de cet ouvrage intitulé Du côté des petites filles d'Elena Giannini Bellotti. Mais quand j'ai vu la date de la première édition, 1973, je me suis dit que vraiment je ne pouvais pas parler de cet ouvrage qui était certainement complètement dépassé et tellement nous avons évolué en matière de conditions féminines, hein. Tellement les choses se sont améliorées. euh, tout ce que peut contenir ce volume paraîtra terriblement dépassé, mais justement, je vais m'inscrire dans une perspective historique des années 70, puisque le livre est paru en 1973, si je ne me trompe pas, en Italie, et en 80 en France. Voilà, donc c'est très ancien, mais c'est intéressant de voir l'évolution justement, et de voir les conditions vraiment triste finalement qu'avaient les femmes à cette époque, hein. Voilà, et qu'elles n'ont plus maintenant, hein. Du moins s'il subsiste un petit peu de sexisme, on est loin de ce qui est indiqué dans cet ouvrage, hein. Alors, je vais vous lire des citations plutôt que de parler, puisque ça fait référence à un contexte, on va dire, historique. Ce n'est pas comme si je commentais un ouvrage très récent de 2020 ou 2021 ou 2022, qui serait vraiment d'actualité. Voilà déjà la présentation de l'auteur, donc Elena Giannini Bellotti, qui est née à Rome, où elle réside encore au moment de l'impression de cet ouvrage, en 80 en France. Depuis 1960, elle dirige le centre Nascita Montessori de Rome, unique en son genre en Italie, où se fait la préparation pratique et psychologique des femmes enceintes. Préparation aux devoirs de mère respectueuse de l'individualité de l'enfant. Depuis plusieurs années, elle donne un enseignement aux élèves de la même école, Montessori, qui s'est transformée en institut professionnel d'État en 1960. Alors, voyons quelques citations extraites de cet ouvrage. Dans son livre « L'assujettissement des femmes », écrit en 1869, John Stuart Mill fut le premier à interroger le concept de nature féminine qui avait permis jusque-là d'introduire tous ces soi-disant caractères particuliers aux femmes. Il a démontré au contraire comme ceci était le produit logique d'un contexte historique, culturel et social précis. Dans la préface, donc, hein, ça c'est la première phrase de la préface que je vous ai lue, on insiste sur le fait qu'une connaissance de la femme ne devrait pas être, comme c'est souvent le cas, le reflet de la vision que l'homme a d'elle. Voilà, il ne faut pas que la connaissance de la femme que nous avons résulte du reflet de la vision de l'homme. Il ne peut pas exister de dialogue authentique entre des personnes prises dans un rapport de dominant à dominé. Alors, la femme, elle découvre qu'il y a toujours une zone obscure, celle de la prime enfance, dont elle ne sait rien, et qui se trouve être la matrice de ses difficultés successives. À 3, 4 ans, c'est-à-dire aussi loin que peuvent remonter les souvenirs d'un individu, tout ce qui est lié dans son destin au sexe auquel il appartient est déjà accompli, car il n'y a pas de lutte consciente contre l'oppression durant cette période. Notre individualité a de profondes racines qui nous échappent, car elles ne nous appartiennent pas. D'autres les ont cultivées pour nous, à notre insu. L'objectif de l'identification de l'enfant au sexe qui lui est assigné est très vite atteint, et aucun élément ne permet de déduire que ce phénomène complexe a des racines biologiques. Malgré les facteurs hormonaux et génétiques, c'est l'éducation qui est l'élément déterminant d'identification sexuelle et qui fait que l'on se considère comme un garçon ou comme une fille. Ce livre part de l'observation directe de l'enfant depuis sa naissance. Il analyse ensuite le comportement des adultes à son égard, les rapports qu'ils établissent avec lui à tout âge, les types de demandes qui lui sont faites et la façon dont elles sont adressées, tout ce qu'on en attend de lui selon qu'il appartient à un sexe ou à un autre, les efforts qu'il doit faire pour s'adapter à ses demandes et à ses attentes, les gratifications qu'il reçoit et les refus qu'on lui oppose selon qu'il s'y soumet ou non. Cette recherche a été faite dans la famille, dans les crèches et les écoles maternelles, primaires et secondaires.
Mais comme je vous le dis, c'est historique et tout ce que je vais vous raconter va vous sembler terriblement peu d'actualité, terriblement désuet. Hein, mais vous savez que j'aime bien ce qui concerne l'histoire et c'est dans cette perspective, bien sûr, que je produis ces vidéos. Alors, nous découvrirons leur genèse à travers ces petits gestes quotidiens qui d'ordinaire passent inaperçus, ces réactions automatiques dont les raisons et les buts nous échappent et que nous répétons sans avoir conscience de leur signification parce que nous les avons intériorisés dans le processus éducatif. À travers des préjugés qui ne s'expliquent ni par le raisonnement ni par les changements d'époque, mais que nous continuons pourtant à considérer comme des vérités intangibles, et à travers les mœurs qui ont un code et des règles extrêmement rigides. Il n'est pas simple de casser la chaîne des conditionnements qui se nouent de façon presque immuable d'une génération à l'autre. Il faudrait que chaque individu qui naît ait la possibilité de se développer de la façon qui lui convient le mieux, indépendamment du sexe auquel il appartient. Donc ça, je pense que tout le monde l'a compris maintenant et c'est une vérité essentielle. Et à l'époque, ça devait peut-être être tout à fait étonnant. Donc là, c'est encore la préface. Hein. Je continue à vous lire des citations. Qu'est-ce qu'un garçon peut tirer de positif de l'arrogante présomption d'appartenir à une caste supérieure du seul fait qu'il est né garçon ? La mutilation qu'il subit est tout aussi catastrophique que celle de la petite fille, persuadée de son infériorité du fait d'appartenir au sexe féminin. Donc c'est une idée dont je vous ai déjà parlé maintes fois. Personne ne peut dire combien d'énergie, combien de qualités sont détruites dans le processus d'intégration forcée des enfants des deux sexes, dans les schémas masculins, féminins, tels qu'ils sont conçus dans notre culture. Maintenant, j'entre dans les citations de l'auteur. Là, on était dans la préface. Dans les couches les moins évoluées de la population, qui correspondent à celles dans lesquelles les stéréotypes masculins et féminins sont le plus accentués et où les variations sont le moins tolérées, ce préjugé a également un poids énorme, le préjugé de ce que doit être un garçon ou de ce que doit être une fille. Je vous cite un exemple, un petit dialogue de l'époque, des années 70, début 70, que le livre sorti en 73, donc je suppose que ça date de quelques années auparavant, donc c'est ancien, ça ne pourrait plus exister maintenant, ce n'est plus possible. Il est né 5 filles dans ma famille, dit une jeune femme enceinte, diplômée de philosophie. Espérons que moi je ne ferai pas comme ma mère. Mon mari est quelque peu préoccupé par ce précédent dans ma famille, parce que lui voudrait un fils. Moi, j'ai mis au monde 4 fils, très beaux et très sains, confie une belle-mère de bonne famille bourgeoise. Espérons que ma belle-fille sera aussi courageuse. Mon fils tiendrait beaucoup à ce que son aîné soit un garçon. Voilà, on en était là à ce point. C'était grave, vous voyez, la gravité des choses à cette époque. Heureusement qu'on a évolué, qu'on n'est plus comme ça. Alors, on parle de la fille, là. La rébellion suscite l'hostilité et la réprobation envers celui qui tente de subvertir les lois de la coutume plus profondes et plus tenaces que les lois écrites. Elle peut même susciter le rejet, l'exclusion sociale. Où les femmes pourraient-elles trouver le courage de s'opposer aux préjugés qui pèsent sur elles, alors que l'éducation qui leur est réservée les programme pour en manquer ? Leur sentiment d'infériorité, d'insécurité, leur conviction de devoir, à juste titre, payer le prix le plus élevé pour obtenir en échange la considération et la sécurité, en font des conservatrices qui craignent les changements, même si ceux-ci tournent à long terme à leur avantage. La plupart d'entre elles pensent qu'un mariage sans enfant est voué à l'échec, que la maternité est la vraie réalisation possible pour la femme, et pendant que le monde regorge de mères malheureuses et frustrées, elles s'obstinent à se sentir incapables, amoindries dans leur féminité, si elles ne réussissent pas à devenir mères, et mères d'un enfant mâle. Heureusement que nous avons évolué et que c'est tout à fait obsolète. L'examen des indices
énumérés ci-dessus révèlent une caractéristique commune, hein. Je vous passe les indices, mais c'est ça que je veux vous faire entendre. Ceux qui annoncent la naissance d'un garçon sont positifs. De fait, le nombre impair implique un en plus, une unité par rapport au nombre pair. Puisqu'on veut que les garçons soient plus vifs, plus énergiques que les filles qui doivent être au contraire tranquilles et passives, les mouvements du fœtus s'interprètent selon cette clé. Il est vrai qu'il existe des corrélations, une continuité entre la vitalité du fœtus et celle du nouveau-né. Ce sont des manifestations du tempérament constitutionnel. Mais il est tout aussi vrai qu'il y a des fœtus mâles qui deviennent des nouveau-nés très peu éveillés et des nouveau-nés femelles très vifs et très éveillés. La vérité est que la fille est moins désirée que le garçon et souvent, elle ne l'est pas du tout, et aussi que sa valeur sociale est considérée comme inférieure à celle du garçon, mais il ne sied pas d'exprimer ses sentiments négatifs qui heurtent cet autre préjugé tenace qui veut qu'on aime ses enfants. Un autre signe de l'hostilité inconsciente à l'égard des petites filles est la croyance maintenant très répandue que les petites filles pleurent plus que les garçons à la naissance. Qui a l'habitude des nouveau-nés sait que c'est le contraire qui est vrai, mais même cela ne peut s'affirmer avec certitude. C'est le garçon le préféré. On ne saurait dire combien il est pénible aux paysans d'avoir de nombreuses filles. Ils allèguent des motifs qui, à vrai dire, semblent plausibles. Ils savent que les filles, à leur mariage, causent un préjudice aux affaires domestiques par le fait qu'on leur donne une dot et qu'elles lèsent en quelque sorte le foyer. Là, vous voyez, c'est très ancien. Ils ne se rendent trop bien compte que peu d'entre elles, à cause de leur constitution physique, sont aptes aux efforts du travail rural par manque de robustesse, et par suite à la naissance d'une fille, les hommes de la famille soupirent, craignent de voir le matériel agricole abandonné faute de bras. Donc là, on est vraiment, c'est même plus les années 70. Hein. L'enfant attendu, le préféré, l'objet de tous les souhaits reste toujours le garçon. Pendant des millénaires, l'homme a été le détenteur du pouvoir. Il ne supporte pas l'idée que cela va finir avec lui. Il veut le transmettre à un autre être semblable à lui. Si la procréation d'un enfant donne à l'homme la preuve réconfortante de sa virilité, la naissance d'un fils est ressentie comme l'expression complète, parfaite, suprême de sa propre puissance. La virilité productrice de la virilité, la perfection incarnée. L'aspiration la plus commune actuellement est de n'avoir que 2 enfants, le premier étant un garçon, le second une fille. Si le premier-né est une fille, le second doit être un garçon. Si le premier-né est un garçon, un second garçon sera le bienvenu. Mais si 2 filles naissent, la seconde est toujours une désillusion. Si chaque enfant était perçu comme un individu unique, pourvu de possibilités propres auxquelles on offrirait le maximum pour aider à se développer, dans la direction qui lui est propre, la question du sexe perdrait automatiquement de l'importance. Les filles sont plus affectueuses. Les parents s'attendent à être plus aimés. Les garçons n'étant guère affectueux. Elles sont plus reconnaissantes. L'horrible chantage se précise, on n'en demandera jamais autant aux garçons. Elles sont mignonnes et coquettes. Un objet, une chose avec quoi jouer. Elles sont agréables à habiller, elles ne valent pas pour elles-mêmes, mais pour leur aspect. Ce n'est pas leur intelligence qu'on apprécie, mais leur beauté. Elles tiennent compagnie à la maison. Personne n'attendrait qu'un garçon tienne compagnie. Dès qu'il le peut, il sort de la maison. Elles aident aux tâches domestiques. Non seulement on ne s'attend pas à ce que les garçons le fassent, mais on les en empêche, car ils sont destinés à de tout autre but. Vous voyez, on a évolué, heureusement, hein, ce n'est plus ça. Mais c'est effrayant, dans les années 70, comment étaient perçues les filles. Cependant, malgré tous ces jugements sur le caractère affectueux, la douceur, la soumission, l'activité laborieuse des femmes, et bien qu'on les élève à moindre prix, puisqu'en général on leur donne moins d'instruction qu'aux garçons, l'opinion courante veut que des filles soient plus difficiles à éduquer. Pourquoi ? Pourquoi les filles sont-elles plus difficiles à éduquer ?
Il est beaucoup plus difficile et pénible de contenir une énergie souvent impérieuse en prétendant qu'elle se replie sur elle-même, alors qu'elle ne tarde pas à s'atrophier lentement, que de lui laisser libre cours et même de la stimuler en vue de réalisations concrètes. La fille inhibée dans son propre développement est contrainte d'organiser des mécanismes d'autodéfense pour ne pas succomber, surtout dans les cas où son énergie particulièrement vive a entraîné des répressions massives. Malgré la préférence marquée pour les garçons, dans le cas d'une adoption, le choix s'oriente davantage vers les petites filles. Ah ben, vous voyez, c'est bien. En outre, dans le cas d'enfants adoptés, on voit toujours se profiler le spectre de l'hérédité. Comme le garçon assume et transmet le nom de la famille, un éventuel comportement négatif de sa part, dû à des facteurs héréditaires, aurait un écho social plus important que dans le cas d'une fille. Le premier élément de différenciation qui prend valeur de symbole est la couleur de la layette qu'on prépare pour le nouveau-né. Alors là, c'est totalement terminé. Plus de rose pour les filles, plus de bleu pour les garçons. Ouais, c'est fini. Étant donné l'incertitude sur son sexe, on acquiert une layette de couleur adaptée aussi bien au garçon qu'à la fille, dont cependant le rose est rigoureusement exclu. Même par ceux qui voudraient une fille. Le rose, en fait, est retenu comme une couleur purement féminine, impensable pour un garçon. Les marchands d'articles pour bébés le savent parfaitement, car ils ne vendent des vêtements roses que pour des petites filles déjà nées. Le phénomène est encore plus stupéfiant quand on sait que l'usage des deux couleurs, rose et bleu ciel, pour distinguer les nouveau-nés des deux sexes est très récent. La mode du ruban coloré pour annoncer la naissance d'un petit garçon est due, paraît-il, à une sage-femme bolognaise. Il n'y a pas si longtemps, en 1929, et l'utilisation s'est ensuite étendue à des accessoires variés, y compris les faire-part par lesquels les familles annoncent l'heureux événement. La chambre d'un garçon est agencée en général d'une manière plus rigoureuse, moins mignarde que celle d'une petite fille. C'est le bleu ciel ou les couleurs vives qui prédominent. Les tapisseries à fleurs et l'excès d'ornements sont absents. La chambre de la petite fille est plus mièvre, riche en bibelots et fanfreluches, les tons pastels y abondent, à moins que ne soit rose d'emblée. On éprouve le besoin de se rassurer en assignant au petit garçon une couleur préétablie, un symbole compris de tous qui le fasse reconnaître dès l'abord comme un garçon. Plus conscient aussi que l'identité sexuelle doit être acquise par le petit plus conscient aussi que l'identité sexuelle doit être acquise par le petit garçon à travers la culture du groupe social auquel il appartient, et que la manière la plus sûre pour que l'enfant acquiert cette identité est de lui assigner son sexe à travers des conduites et des modèles de comportement qui ne permettent pas d'équivoque. Voilà, vous avez compris l'idée, hein. Il manque peut-être un verbe, mais je pense que c'est compréhensible. Le fils ou la fille doit correspondre le plus possible à ce modèle à n'importe quel prix, au modèle assigné par la société de l'époque. Il est hors de doute que la mère s'attend à un certain type de réponse, de réaction, d'attitude conforme au sexe de l'enfant, mais par quelles interventions est-elle en mesure d'induire l'enfant à modifier certains comportements qu'elle n'approuve pas parce qu'ils n'entrent pas dans les schémas prévus? Alors, on va continuer un petit peu. Irène Lésine rapporte que dans un échantillonnage d'enfants des deux sexes qu'elle a étudié, 34% des mères refusaient de nourrir au sein les filles parce qu'elles considéraient cette pratique comme un travail forcé ou parce qu'elles en étaient empêchées pour des raisons de travail mises au premier plan. Toutes les mères d'enfants mâles, sauf une, avaient au contraire voulu leur donner le sein. Pouvons-nous avancer l'hypothèse que dans les 66% des cas qui restent, où les mères ont allaité leur fille, une partie d'entre elles l'ont fait à contre-cœur? Il est possible que pèse sur cette décision la conviction très répandue et réelle que les garçons sont moins résistants, plus délicats que les filles. Mais il s'agit peut-être aussi du désir de les voir grandir avec le maximum de force et de robustesse, c'est-à-dire de les voir devenir des garçons en tout et pour tout. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Vous voyez que c'est totalement dépassé, hein, mais c'est intéressant sur le plan historique, je pense.
Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes lectures. J'espère que c'est pas trop rébarbatif pour vous quand même. À bientôt, bonne soirée.